Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, rendez-vous hebdomadaire, merci de nous être fidèles. Nous allons vous parler cette semaine de deux films. On va s'engueuler sur l'un, pas tellement sur l'autre. Donc le premier, c'est le film de Xavier Giannoli, L'Apparition. Et le second, c'est Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, le dernier rôle semble-t-il, il l'a annoncé, du grand, immense comédien qu'est Daniel Day-Lewis. Jacques Maurice va parler de ces films avec moi. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre Murat. Eh bien, Jacques Maurice, nous allons ensuite donner quelques conseils à ceux qui veulent bien les entendre et on finira par les films de la semaine dernière. Donc on commence par L'Apparition. L'Apparition, c'est le nouveau film de Xavier Giannoli. Il avait déjà fait À l'origine avec François Cluzet. Et puis, un beau succès il y a 2 ans avec Marguerite, avec Catherine Fro, qui lui a valu 4 Césars tout de même. Et là, c'est une histoire très étrange, une quête et une enquête. Et pour savoir à peu près de quoi il s'agit, je vous propose de voir un extrait de la bande-annonce. Savez-vous ce qu'est une enquête canonique ? C'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur un événement particulier, comme par exemple une apparition. Qu'est-ce que ça veut dire, une apparition ? Une apparition de la Vierge Marie. Disons que l'Église préférera toujours passer à côté d'un véritable phénomène plutôt que de valider une imposture. Toujours. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très protégée. Nous n'avons rien à cacher. C'est une illuminée, un point c'est tout. Pas d'histoire d'argent caché ou autre, on n'a rien trouvé. Jamais de fugue, pas de problème. Solitaire. On a passé sa vie à être baladé de foyer en famille d'accueil, ça laisse forcément des traces. Le diocèse vient de demander l'analyse de la relique avec le sang. Voyez tous nos cadeaux pour les paroisses qui nous soutiennent. Mais alors c'est quoi ? Les pauvres gamines qui sont incapables d'affronter la vie, les autres, c'est ça ? Alors Jacques, je crois savoir que L'Apparition ne t'a pas vraiment convaincu. Je le regrette beaucoup parce que c'est un film que j'aime énormément. Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment un échec. Mais pourquoi ? Un échec total. Parce qu'en fait, le problème du film, c'est qu'il essaye de confronter 2 choses qui sont complètement inconciliables. C'est comme si, en gros, c'est comme s'il voulait faire rencontrer Ordette de Dreyer et La vérité sur Baby Donge d'Henri Decoing. Et pour moi, c'est 2 choses qui sont... La vérité sur non, Baby Donge, mais je veux dire, le côté... Ordette, oui, je voulais dire le côté mystique et le côté un peu enquête, policière, etc. Ah, c'est ça qui est génial. Mais non, justement, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très bien. Non, c'est absolument inintéressant parce que du coup, il y a ces 2... On demande à Lindon, donc est un journaliste Vincent Lindon est un journaliste qui essaye de trouver des preuves en quelque sorte à une chose. Il est commis par cette espèce d'enquête commandée par un évêque généralement pour savoir si en effet les manifestations d'apparition sont vraies ou pas. Ça dure des années et des années. Et le problème, c'est qu'en fait, du coup. Oui, c'est 2 mondes qui sont inconciliables parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça qui est absolument Mais non, formidable. parce que du coup, ça rend la chose. Je pense que du coup, les 2 personnages, c'est un face-à-face avec 2 mondes, 2 personnages qui n'arrivent pas, je pense, à communiquer. Et au bout d'une demi-heure, c'est-à-dire qu'en fait, il faut choisir, je pense, entre soit le côté policier, qui est un côté assez pragmatique, assez réaliste, assez quotidien, avec la mystique. C'est pour ça que j'ai dit un peu par provocation que c'est comme si c'était une rencontre de Decoing et de Dreyer. C'est que je pense que la mystique et le polar, ça ne fonctionne pas, et je pense que ça se fait au détriment des 2 personnages qui, du coup, moi j'aime beaucoup le cinéma mystique, je suis très intéressé par la mystique, même tout en étant agnostique, et je trouve que là, je trouve que le personnage de la Bernadette Soubirous est pas assez, il est du coup un peu sacrifié, il est un peu en retrait, il est un peu sacrifié, et je trouve que, et à l'inverse,
Là, donc, j'aime plutôt d'habitude en plus. Là, je trouve qu'il en fait des tonnes. Il fait rien. Non, peut tu dire peux pas qu'il en dire fait ça. des tonnes, mais Il est il en dans fait une rien. démonstration de doute de quelqu'un qui est tourmenté. Et je trouve que Mais moi, il au est bout pas d'une demi-heure, tourmenté. je décroche totalement. Je n'ai pas du tout vu le même film, Jacques, mais ceux qui nous regardent départageront. Mais moi, je crois que c'est absolument essentiel qu'il y ait justement ces deux mondes absolument imperméables. Parce que c'est comme si oui, justement, reprenons ta comparaison. Oui. Admettons un instant que les personnages d'Henri Decoing, de La Vérité sur Bébédonge, Jean Gabin et Daniel Darieux, brusquement, au lieu de se borner à leur conflit, est-ce que j'existe, est-ce que j'existe pas, et d'ailleurs on frôle, et bien brusquement, devenez spiritualiste, et ben on se rapprocherait à ce moment-là de Dreyer. Ce qui est formidable, c'est que le personnage de la fille, formidable, d'ailleurs une révélation pour moi, qui s'appelle Dorothea Bellucci, Oui, très bien. mais elle a cette espèce d'innocence sur laquelle on bute constamment. C'est-à-dire qu'en effet, s'il y a un cinéaste français qui est capable de peindre ce mystère absolument insondable qu'est cette affirmation... Mais il n'y arrive pas parce qu'au bout du compte, il n'y a pas de mystère. C'est le problème, Mais il se contredit, le film se contredit. pas en du tout, plus, c'est comme si tu Mais disais, si, le film se contredit parce qu'il est soi-disant sur la croyance, mais au bout du compte, c'est au pas bout sur du la compte, croyance du tout. Mais c'est non, quand même c'est pas sur la croyance. c'est un peu sur une double croyance, en tout cas, sur la mais croyance l'autre de est dans le l'enquêteur doute. et la croyance de la fille La qui croyance qui a de la vu... fille, mais lui ne croit ni en rien, ni en Dieu, ni en diable, en quelque sorte. Il croit, si, en quelque sorte. Il croit en son métier, quand même. croit en son et métier. c'est le propre du polar, justement. Oui, Eh bien- mais du coup, les deux personnages sont sacrifiés et ne fonctionnent pas Mais jusqu'au au bout, parce qu'en contraire, ils plus, sont- il y a un subterfuge, il y a une espèce de Deus Machina à la fin que je trouve extrêmement, en plus, déplaisant, parce que du coup, ça nous embarque sur autre chose. Enfin, je ne vais pas révéler le film, Non, mais non. enfin, du coup, j'aime pas du tout la façon dont il Moi, nous je- manipule au bout du compte. Mais en il plus. manipule absolument. Bah, pour moi, mais absolument si, personne. moi, je trouve. C'est en plus, Giannoli est un fan de cinéma américain, donc il a essayé en effet de faire une enquête, et une enquête qui ne finit pas exactement. Je sais que sans doute que je vais te faire hurler, comme Zodiac de David Fincher. Alors, ce que je voulais dire... Zodiac de David Fincher, il n'y a pas de résolution à la fin, Oui, mais il y a et pourtant oui, c'est mais alors, ce que je n'ai admirable. pas dit qui est absolument essentiel, c'est que pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est que dans Zodiac, il y a un mystère de la première et la dernière Eh ben, minute. ici un aussi. personnage... Non, justement, il n'y a pas de constamment, mystère. Il mais n'y a constamment. pas du personnage, il n'y a pas de mystère ni du côté du polar, ni du côté de la Il mystique. n'y a que C'est ça. absolument plat. Il n'y C'est a- absolument mais plat c'est absolument- et c'est inintéressant. tourmenté. C'est tourmenté de la première à la dernière Non. image. C'est Et la une résolution... Non, c'est une démonstration, une caricature de film tourmenté C'est- au ras des pâquerettes. Et je trouve qu'il, Mais c'est- sur la mystique, il est incapable de filmer un semblant surnaturel. Mais s'il avait Donc, fait un film mystique, il aurait fait du Dreyer, et du Dreyer a été très bien fait Eh ben, je au pense- moment où il fallait le faire, et maintenant c'est totalement dépassé, si j'ose dire, d'aborder le mystère d'une quelconque spiritualité autrement que par ça. C'est une mise en scène absolument formidable. Bah non, Ah non. non. Je trouve que c'est la quadrature du cercle et il n'arrive pas à la résoudre. Je pense que c'est Mais il une me fausse semble- bonne idée. Mais alors, je sais pas si c'est... Parce que c'est plat, C'est- et qu'il a Mais peut-être pas, il a Mais peut-être pas qu'est-ce le que tu talent. appelles plat? Bah écoute, on va peut-être pas s'attarder peut-être pas en Non, désert sur ce mais film parce qu'il y en non, a un mais autre qui est c'est- beaucoup plus au contraire, intéressant. moi, je n'y vois que du mystère. Non, alors non parce que je sais pas, c'est plat, c'est lisse, c'est beaucoup trop. C'est tourmenté, c'est ambigu. non. Enfin bon. Bon, ben vous allez juger par vous-même. On parlait du film formidable ou détestable. Détestable, c'est peut-être pas détestable non plus, mais en tout cas très raté. Très raté, très réussi de Xavier Giannoli. Alors, deuxième film, là, je pense qu'on sera d'accord. Encore qu'on va réussir aujourd'hui, je pense, à se disputer, même sur un film sur lequel on est d'accord. C'est le Phantom Thread de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis notamment. Ça se passe dans les années 50. C'est un couturier célèbre, mégalomane, égocentrique, qui rencontre quelqu'un. Et la rencontre va aboutir à un autre film, en quelque sorte, qui commence et qui est tout à fait admirable. Ça, on sera d'accord avec Jacques Maurice sur ce qualificatif-là. Et maintenant, un extrait de la bande-annonce. You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there.
Secrets. Good morning. Will you have dinner with me? Yes. I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Very beautiful. I have things I want to do. Things I simply cannot do without you. Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me. Why are you not married? Her arrival has cast a very long shadow. She's barely looked at you this evening, has she? May I warn you of something? My brother can feel cursed, that love is doomed for him. I don't like the fabric. Maybe one day you'll change your taste. Maybe I like my own taste. Just enough to get you into trouble. Perhaps I'm looking for trouble. Stop. Bon, alors Jacques, pour le coup, on sera d'accord sur la qualité du film. Oui, je trouve ça. Là, pour moi, c'est vraiment un film somptueux. Tout à fait d'accord. Extraordinaire. Tout à fait d'accord. C'est déjà pour moi un film. Enfin, ça sera sans doute le meilleur film de l'année, voire un des meilleurs films de ces dernières années. Si, moi je suis. Et je suis d'autant plus emballé que je dois l'avouer, c'est peut-être là-dessus qu'on peut se disputer. Oui. J'ai jamais été un très très grand fan de Paul Thomas Anderson, que j'ai toujours trouvé extrêmement brillant, mais presque trop démonstratif, ou lui aussi, dans le côté virtuose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, c'est du cinéma baroque, très doué, qui en plus aborder plusieurs genres, donc est capable de se renouveler, de s'adapter aussi aux genres. Mais j'ai toujours été un peu agacé par un formalisme, que je trouvais souvent peu justifié. D'ailleurs, c'est intéressant parce que lui-même le reconnaît maintenant. Il disait, dans l'entretien de Télérama, enfin dans un portrait que Samuel a fait de lui, il avoue qu'effectivement, des fois, c'était aussi une façon de compenser un déficit d'écriture. Et ce que je trouve fabuleux dans celui-là, c'est que l'histoire, parce que Paul Thomas Anderson a signé le film, a signé la photo et a signé le scénario qui est absolument inouï, je trouve. Il n'a pas signé la photo d'ailleurs, curieusement. Ah bon, d'accord. Non, mais tu as raison. Non, tu as raison. Il a fait la photo, mais curieusement, il ne la signe pas. Ok, voilà. Et l'histoire, je trouve, est... Enfin, c'est vraiment... c'est marrant comment d'ailleurs l'écriture et la couture, il y a vraiment un lien, là, je trouve, qui est presque évident dans ce film. Je trouve que ce film-là rappelle vraiment des pages du cinéma, de l'âge d'or hollywoodien. On a l'impression de voir par moments un film de Preminger ou d'Hitchcock. Enfin, je trouve ça vraiment... Alors, il n'aime pas Preminger. Alors, il n'aime pas Preminger, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une forme de classicisme dans ce film-là qu'il n'y avait pas dans les précédents. Alors, c'est là où on diffère. Et qui est sidérant, parce que je trouve que l'histoire, parce que c'est une histoire d'un amour tortueux, suprêmement tortueux, et on est vraiment emballé, on ne sait pas vers où il va nous mener, et on est quand même complètement captif de sa mise en scène et de cette histoire, avec un lieu qui est une sorte de prison dorée, donc c'est beaucoup aussi sur l'enfermement, mais sur un amour qui est fou, et monstrueux. Et qu'on devine peu à peu. Et la mise en scène est très très belle lorsqu'elle fait deviner ça. Non, mais tout ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord. À un seul point, c'est quand tu dis que c'est un signe que pour ce film-là, il a fait une mise en scène plus classique que d'ordinaire. Parce que c'est aussi le sujet qui est sur sur un monde corseté aussi. Oui, donc, mais il a toujours fait ça. Contrairement, là où on diffère de notre appréciation de Paul Thomas Anderson, c'est que dans Boogie Nights, où il filmait l'univers du porno, ou dans Magnolia, où c'était des habitants comme ça qui se croisaient, plusieurs histoires qui se croisaient, il y avait un moment où la forme paraissait baroque. C'est-à-dire elle l'était, bien entendu qu'elle l'était. Mais par exemple, dans Magnolia, le film est un peu célèbre pour ceux qui l'ont vu, parce que brusquement, il y avait une pluie de grenouilles qui s'abattait sur la ville, et on se demandait, mais pourquoi ces grenouilles? Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était de baroque absolument exacerbé. Oui, mais au cœur de ce même film, il y avait par exemple le personnage de Tom Cruise qui interprétait un gourou dont la devise était « respecte la bite », parce que tout autour de lui des machos, etc.
et qui, la déchéance de ce type-là, était filmée, mais absolument avec un classicisme hollywoodien. Non, mais autrement dit, mais autrement dit, il y a toujours eu, et là, dans ce film que tu dis, à juste titre, plus épuré et plus classique, il y a des fulgurances absolument inouïes. Le plan, très bref, je le reconnais, où Daniel Day-Lewis et sa nouvelle conquête sont assis dans la voiture et où la voiture semble être avalée des arbres expressionnistes, fantomatiques. Donc, autrement dit, il me semble qu'il a toujours fait ça et qu'il arrive à une sorte de perfection dans ce film-là, mais qui a existé déjà en bribes dans tous ses films. Oui, mais disons que c'est une sorte de quintessence. Ce qui, si j'aime aussi particulièrement ce film-là, c'est qu'en plus, c'est vraiment une sorte de... Bon, d'ailleurs, j'allais dire que c'est un face-à-face qui est à moitié vrai, parce qu'il y a aussi, c'est aussi un trio. Et je dois dire que la sœur, c'est absolument fabuleux, tout ce qui se passe. C'est aussi une histoire à trois, de ménage à trois, avec la sœur qui ressemble d'ailleurs, qui pourrait être l'épouse... elle ressemble à la fois à la gouvernante de Rebecca d'Hitchcock. Et puis à la jeune fille, des années plus tard. C'est assez... Donc il y a aussi une sorte d'amour incestueux. Elle porte un prénom masculin, et en plus, oui. Mais donc ce que je veux dire, un peu quand même, c'est quand même beaucoup centré sur un couple, et je pense que du coup, il n'y a pas ce côté aussi qu'il y avait dans les précédents, qui pour moi, je le répète, donnait lieu à des... La dispersion des personnages. Une dispersion des personnages, un côté polyphonique, choral, qui pouvait être impressionnant et qui l'était sans doute. Mais là, du coup, c'est tellement... on est vraiment... c'est beaucoup plus rigoureux en termes, à tous les niveaux, quoi. Donc, du coup, pour moi, c'est... Et pour finir, il y a quand même le poids de la nourriture qui est très important dans le film. Et on ne va pas révéler exactement, évidemment, mais il y a quand même la préparation d'une omelette. Et là, il retrouve quand même, tu parlais de Preminger, qu'il n'aime pas beaucoup, mais Hitchcock, qu'il aime beaucoup. Et là, la façon de Daniel Day-Lewis de tout faire dans le film, d'ailleurs, mais notamment de manger une omelette, est absolument... Ça donne un suspense absolument incroyable. Alors, Day-Lewis, oui, parce que tu dis manger une omelette, mais dès le premier plan... J'en parle toujours, je me répète, j'en ai pas encore parlé là, mais je trouve ça délirant. C'est quand même la première fois que je vois quelqu'un enfiler un pantalon et t'exagères un peu. Comme ça au cinéma. Non, mais je crois que c'est un des premiers plans du film où il se réveille, c'est le matin, il se rase, etc. Et il a une manière d'enfiler son pantalon, je trouve, qui est un film en soi. Et tout il y a un rapport au tissu, un rapport aux vêtements, qui est à la couture, à la doublure. C'est aussi des métaphores beaucoup sur le cinéma, parce qu'on n'a pas parlé de ça. C'est aussi... On peut y voir un autoportrait aussi du démiurge, l'obsession du metteur en scène, de la mise en scène. Peint et filmé des démiurges dans pratiquement toute sa carrière. Enfin, vous avez compris que c'est un film... assez vertigineux quand même. C'est vertigineux, très pervers. Ah oui, c'est un joyau de perversion. Donc, courez voir Phantom Thread. En tout cas, Jacques et Maurice et moi-même vous le recommandons chaudement. Alors, petit conseil, Jacques, on commence par toi. Tu as choisi de nous parler d'une reprise fantastique. Johnny Guitar de Nicolas Ray. On était dans le classique avec Paul Thomas Anderson, on continue avec un western, un des plus beaux, un des plus lyriques, je trouve, et qui a la particularité d'être très féminin. Parce qu'en fait, il y a l'histoire d'un aventurier qui retrouve une femme qu'il a naguère aimée. Mais en fait, le film raconte surtout une histoire d'amour-haine entre deux femmes. Voilà. Et il y a donc Joan Crawford et Mercedes McCambridge. Et le film est vraiment, je trouve, magnifique à tous les niveaux en termes d'histoire, de photos. Et la photo est absolument superbe, avec des rouges très intenses, des noirs et des blancs, même si c'est très coloré, il y a des noirs et des blancs dans un film de couleur qui sont vraiment étonnants. Voilà, et puis il y a des dialogues aussi qui sont historiques, qui ont été repris par Truffaut, beaucoup de cinéastes, Almodovar aussi, cette fameuse réplique « Dis-moi un mensonge », c'est une scène de faux aveux, « Dis-moi un mensonge, dis-moi que toutes ces années,
Tu m'as attendu, etc. Donc je trouve que c'est un film... C'est un film d'une mélancolie intense. Mélancolie très aussi. intense. Sterling Hayden, qu'on n'a pas cité, mais qui joue le rôle principal. Oui, alors c'est assez étonnant de voir, voir dans un western comme ça un homme. Donc c'est un personnage qui est violent, mais qui essaye justement de remiser sa violence au vestiaire, si j'ose dire, et qui essaie de se contenir. Et puis il y a d'autres personnages annexes qui sont justement confrontés eux aussi à cette crispation, à cette violence. Voilà. Donc c'est un film que moi je trouve que je revois régulièrement. Je trouve toujours sans ride, d'une modernité folle. Alors un DVD, moi, plus récent, c'est le film d'Arnaud Desplechin qui s'appelle Les Fantômes d'Ismaël. Alors je l'ai choisi pour deux raisons. C'est que il a été présenté en ouverture du Festival de Cannes et finalement tout le monde l'aimait bien, enfin beaucoup l'aimaient bien, et finalement il n'a pas eu le succès qu'il méritait, me semble-t-il. Même au Festival Télérama, à mon grand regret et à mon grand étonnement, il n'a pas fini parmi les 15 premiers. Et je trouve que c'est une histoire magnifique. Enfin, là, on parlait d'Hitchcock tout à l'heure. Là aussi, il y a le personnage interprété par Marion Cotillard qui s'appelle Carlotta, comme dans Sueur froide, et revient 20 ans après dans la vie du héros qui est devenu un cinéaste, qui a refait sa vie. Le cinéaste, c'est Mathieu Amalric. La femme avec qui il a refait sa vie, c'est Charlotte Gainsbourg. Et je trouve qu'on a été finalement assez injuste sur ce film en disant « Ah ouais, Desplechin, toujours, les sentiments ». Mais il y a un sens du burlesque, il y a un sens de la mise en scène. Quand même, ce film méritait un peu plus que l'accueil presque mitigé qu'il a reçu. Alors, dernière surprise, simplement, dans ce DVD, il n'y a que la version longue du film, puisqu'il y a eu en fait deux versions. Enfin, il y a eu la version présentée à Cannes qui faisait 2h02 et la version souhaitée par le réalisateur, mais qui était d'accord pour qu'on présente la version courte à Cannes. Et la version longue fait 2h25, donc il y a 22 minutes de plus. Mais à tant faire, puisque c'était un DVD, moi j'aurais souhaité voir les deux, qu'on puisse comparer la version courte et la version longue. Donc, je me semble que ça on aurait pu faire paraître les deux. Alors en tout cas, voyez le film de Desplechin, il le mérite, et c'est aux éditions Le Pacte. Un autre classique à la télé, Jacques. Absolument, Le Genou de Claire, d'Éric Rohmer. Voilà. Qui passe le samedi. Qui passe le samedi à 20h45 sur Ciné Plus Classique. Si on ne l'a pas vu, pourquoi faut-il le voir? Trois raisons. Alors, il y a trois raisons, je dirais. D'abord, le cadre, qui est absolument magnifique, qui est un écrin, enfin, c'est un paysage, qui sont les bords du lac d'Annecy. Oui. Un personnage combien romantique, un peu oisif et chic, comme ça. Et donc voilà, c'est toujours l'histoire une variation autour du désir, enfin surtout du discours amoureux. Et alors la particularité, je trouve, c'est qu'il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce film-là. C'est d'une part Jean-Claude Brialy, qui a le rôle principal et qui est barbu, qui a un physique presque méconnaissable, un peu méconnaissable, qui joue un séducteur un peu comme ça, désinvolte, comme on en voit souvent désinvolte, en tout cas un peu dandy, voilà, comme on en voit souvent dans le cinéma d'Éric Rohmer. Mais là, il est vraiment, je trouve c'est un premier rôle qui, comme on a rarement l'habitude de voir avec Brialy, et je le trouve particulièrement convaincant, attachant, et il a face à lui, alors ça c'est un peu secondaire, mais c'est quand même l'un des premiers rôles de Lucchini, qui est tout jeuneau, tout beau, et qui est vraiment déjà assez irrésistible, dans une jouissance verbale, qui est déjà, et Béatrice Roman, voilà, qui est un classique, mais qu'il faut absolument rater. Et alors moi, je finis par un livre que je vous présente. C'est sur l'acteur Montgomery Clift, qui s'appelle Montgomery Clift, l'enfer du décor, photo absolument sublime de Monty Clift, et qui est un acteur pas oublié, mais qu'on découvre un peu à chaque fois. Comment dire? Il a joué Tant qu'il y aura des hommes, revoyez Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinman, qui n'est peut-être pas le grand chef-d'œuvre du cinéma, mais il y est absolument fantastique. Il a joué pour les Misfits et des accès avec Marilyn et Clark Gable. Il a joué Freud pour John Huston aussi. Ce qui est formidable quand on lit ce livre, c'est qu'on voit à quel point il était meilleur que les autres, finalement, au point de vue comédien. Parce que James Dean
parce qu'il est mort très vite, et Brando, parce que c'était Brando, l'ont peut-être dépassé, effacé en quelque sorte, et on s'aperçoit aujourd'hui à quel point son jeu était beaucoup plus fin, beaucoup plus discret, beaucoup plus inventif. Tout le monde, dans les témoignages qu'a recueillis donc Sébastien Monod, dans ce livre qui est paru à Leitmotiv édition, insiste sur le bourreau de travail qu'il était. Par exemple, il y a dans un de ses derniers films qui est Jugement à Nuremberg, où il joue un pauvre type, pas gazé, mais torturé par les Allemands. Il a fait 4 prises et les gens étaient sidérés de voir qu'il ne s'effondrait jamais au même moment, qu'il inventait constamment quelque chose. Et donc, c'est un acteur absolument doué. Et à côté de ça, une vie privée désastreuse, puisqu'il était homosexuel, on ne pouvait pas trop l'admettre encore dans le cinéma des années 50. Et donc, du coup, ça a précipité sa chute dans l'alcool, la drogue, la dépravation totale. Et cette espèce de lumière qui dégageait dans le film et le drame qu'il vivait dans sa vie est absolument passionnant. Donc, pour ceux qui aiment Montgomery Clift ou ceux qui voudraient le découvrir, ce livre de Sébastien Monod. Oui, c'est un acteur très, très moderne. Enfin, c'est très moderne, voilà. Beaucoup plus que Brando, d'une certaine façon, aujourd'hui, me semble-t-il. Et un de mes grands regrets, c'est qu'il n'ait pas pu, à cause des assurances, tourner Reflet dans un œil d'or de John Huston d'après Carson McCullers. C'est Brando qui l'a remplacé. Et je pense que si ça avait été Clift, ça aurait été absolument un film absolument encore plus magnifique. Bon, Jacques, merci beaucoup de nous être disputés comme ça toute l'émission. Et je signale donc la semaine prochaine, on parlera du film de Guillermo del Toro, La forme de l'eau, favori aux Oscars, mais accusé depuis de plagiat par 2-3 personnes. Donc est-ce que ça va lui jouer des tours? On ne sait pas. Et puis d'un autre film qui est bien placé pour les Oscars, c'est Moi, Tonya, de Craig Gillespie. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.